L'étranger, Albert Camus, deuxième partie. Même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Pendant les plaidoiries du procureur et de mon avocat, je peux dire qu'on a beaucoup parlé de moi, et peut-être plus de moi que de mon crime. Étaient-elles si différentes, d'ailleurs, ces plaidoiries? L'avocat levait les bras et plaidait coupable, mais avec excuse. Le procureur tendait ses mains et dénonçait la culpabilité, mais sans excuse. Une chose pourtant me gênait vaguement. Malgré mes préoccupations, j'étais parfois tentée d'intervenir. Mon avocat me disait alors: taisez-vous, cela vaut mieux pour votre affaire. En quelque sorte, on avait l'air de traiter cette affaire en dehors de moi. Tout se déroulait sans mon intervention. Mon sort se réglait sans qu'on prenne mon avis. De temps en temps, j'avais envie d'interrompre tout le monde et de dire: mais tout de même, qui est l'accusé? C'est important d'être l'accusé. J'ai quelque chose à dire. Mes réflexions faites, je n'avais rien à dire. D'ailleurs, je dois reconnaître que l'intérêt qu'on trouve à occuper les gens ne dure pas longtemps. Par exemple, la plaidoirie du procureur m'a très vite lassée. Ce sont seulement des fragments, des gestes ou des tirades entières, mais détachés de l'ensemble, qui m'ont frappé ou ont éveillé mon intérêt. Le fond de sa pensée, si j'ai bien compris, c'est que j'avais prémédité mon crime. Du moins, il a essayé de le démontrer. Comme il le disait lui-même: j'en ferai la preuve, messieurs, et je la ferai doublement. Sous l'aveuglante clarté des faits d'abord, et ensuite dans l'éclairage sombre que me fournira la psychologie de cette âme criminelle. Il a résumé les faits à partir de la mort de maman. Il a rappelé mon insensibilité, l'ignorance où j'étais de l'âge de maman, mon bain du lendemain avec une femme, le cinéma, Fernandel, et enfin la rentrée avec Marie. J'ai mis du temps à le comprendre à ce moment, parce qu'il disait sa maîtresse. Et pour moi, elle était Marie. Ensuite, il en est venu à l'histoire de Raymond. J'ai trouvé que sa façon de voir les événements ne manquait pas de clarté. Ce qu'il disait était plausible. J'avais écrit la lettre, d'accord avec Raymond, pour attirer sa maîtresse et la livrer au mauvais traitement d'un homme de moralité douteuse. J'avais provoqué sur la plage les adversaires de Raymond. Celui-ci avait été blessé. Je lui avais demandé son revolver. J'étais revenue seule pour m'en servir. J'avais abattu l'arabe comme je le projetais. J'avais attendu. Et, pour être sûre que la besogne était bien faite, j'avais tiré encore 4 balles, posément, à coup sûr, d'une façon réfléchie en quelque sorte. Et voilà, messieurs, m'a dit l'avocat général. J'ai retracé devant vous le fil d'événements qui a conduit cet homme à tuer en pleine connaissance de cause. J'insiste là-dessus, a-t-il dit. Car il ne s'agit pas d'un assassinat ordinaire, d'un acte irréfléchi que vous pourriez estimer atténué par les circonstances. Cet homme, messieurs, cet homme est intelligent. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Il sait répondre, il connaît la valeur des mots, et l'on ne peut pas dire qu'il a agi sans se rendre compte de ce qu'il faisait. Moi, j'écoutais, et j'entendais qu'on me jugeait intelligent. Mais je ne comprenais pas bien comment les qualités d'un homme ordinaire pouvaient devenir des charges écrasantes contre un coupable. Du moins, c'était cela qui me frappait. Et je n'ai plus écouté le procureur jusqu'au moment où je l'ai entendu dire: a-t-il seulement exprimé des regrets? Jamais, messieurs. Pas une seule fois au cours de l'instruction, cet homme n'a paru ému de son abominable forfait. À ce moment, il s'est tourné vers moi et m'a désigné du doigt en continuant à m'accabler, sans qu'en réalité je comprenne bien pourquoi. Sans doute je ne pouvais pas m'empêcher de reconnaître qu'il avait raison. Je ne regrettais pas beaucoup mon acte. Mais tant d'acharnement m'étonnait. J'aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que je n'avais jamais pu regretter vraiment quelque chose. J'étais toujours pris par ce qui allait arriver, par aujourd'hui ou par demain. Mais naturellement, dans l'état où l'on m'avait mis, je ne pouvais parler à personne sur ce ton. Je n'avais pas le droit de me montrer affectueux, d'avoir de la bonne volonté. Et j'ai essayé d'écouter encore parce que le procureur s'est mis à parler de mon âme. Il disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé. Messieurs les jurés, il disait qu'à la vérité, je n'en avais point d'âme, et que rien d'humain. Et pas un des principes moraux qui gardent le cœur des hommes ne m'était accessible. Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu'il ne saurait acquérir, nous ne pouvons nous plaindre qu'il en manquait. Mais quand il s'agit de cette cour, la vertu toute négative de la tolérance doit se muer en celle, moins facile, mais plus élevée, de la justice. Surtout lorsque le vide du cœur tel qu'on le découvre chez cet homme devient un gouffre,
où la société peut succomber. C'est alors qu'il a parlé de mon attitude envers maman. Il a répété ce qu'il avait dit pendant les débats. Mais il a été beaucoup plus long que lorsqu'il parlait de mon crime. Si long même que, finalement, je n'ai plus senti que la chaleur de cette matinée. Jusqu'au moment, du moins, où l'avocat général s'est arrêté. Et après un moment de silence, a repris d'une voix très basse et très pénétrée. Cette même cour, messieurs, va juger demain le plus abominable des forfaits, le meurtre d'un père. Selon lui, l'imagination reculait devant cet atroce attentat. Il osait espérer que la justice des hommes punirait sans faiblesse. Mais il ne craignait pas de le dire, l'horreur que lui inspirait ce crime le cédait presque à celle qu'il ressentait devant mon insensibilité. Toujours selon lui, un homme qui tuait moralement sa mère se retranchait de la société des hommes, au même titre que celui qui portait une main meurtrière sur l'auteur de ses jours. Dans tous les cas, le premier préparait les actes du second. Il les annonçait en quelque sorte, et il les légitimait. J'en suis persuadé, messieurs, a-t-il ajouté en élevant la voix. Vous ne trouverez pas ma pensée trop audacieuse si je dis que l'homme qui est assis sur ce banc est coupable aussi du meurtre que cette cour devra juger demain. Il doit être puni en conséquence. Ici, le procureur a essuyé son visage brillant de sueur. Il a dit enfin que son devoir était douloureux, mais qu'il l'accomplirait fermement. Il a déclaré que je n'avais rien à faire avec une société dont je méconnaissais les règles les plus essentielles et que je ne pouvais pas en appeler à ce cœur humain dont j'ignorais les réactions élémentaires. Je vous demande la tête de cet homme, a-t-il dit. Et c'est le cœur léger que je vous la demande. Car s'il m'est arrivé au cours de ma déjà longue carrière de réclamer des peines capitales, jamais, autant qu'aujourd'hui, je n'ai senti ce pénible devoir compensé, balancé, éclairé par la conscience d'un commandement impérieux et sacré par l'horreur que je ressens devant un visage d'homme où je ne lis rien que de monstrueux. Quand le procureur s'est rassis, il y a eu un moment de silence assez long. Moi, j'étais étourdie de chaleur et d'étonnement. Le président a toussé un peu, et sur un ton très bas, il m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. Je me suis levée, et comme j'avais envie de parler, j'ai dit, un peu au hasard d'ailleurs, que je n'avais pas eu l'intention de tuer l'arabe. Le président a répondu que c'était une affirmation, que jusqu'ici il saisissait mal mon système de défense, et qu'il serait heureux, avant d'entendre mon avocat, de me faire préciser les motifs qui avaient inspiré mon acte. J'ai dit rapidement en mêlant les mots et en me rendant compte de mon ridicule, que c'était à cause du soleil. Il y a eu des rires dans la salle. Mon avocat a haussé les épaules et tout de suite après, on lui a donné la parole. Mais il a déclaré qu'il était tard, qu'il en avait pour plusieurs heures et qu'il demandait le renvoi à l'après-midi. La cour y a consenti. L'après-midi, les grands ventilateurs brassaient toujours l'air épais de la salle et les petits éventails multicolores des jurés s'agitaient tous dans le même sens. La plaidoirie de mon avocat me semblait ne devoir jamais finir. À un moment donné, cependant, je l'ai écouté parce qu'il disait « Il est vrai que j'ai tué ». Puis il a continué sur ce ton, disant « je » chaque fois qu'il parlait de moi. J'étais très étonnée. Je me suis penchée vers un gendarme et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit de me taire, et après un moment, il a ajouté « Tous les avocats font ça ». Moi, j'ai pensé que c'était m'écarter encore de l'affaire, me réduire à zéro, et en un certain sens, se substituer à moi. Mais je crois que j'étais déjà très loin de cette salle d'audience. D'ailleurs, mon avocat m'a semblé ridicule. Il a plaidé la provocation très rapidement et puis lui aussi a parlé de mon âme. Mais il m'a paru qu'il avait beaucoup moins de talent que le procureur. Moi aussi, a-t-il dit, je me suis penché sur cette âme. Mais contrairement à l'éminent représentant du ministère public, j'ai trouvé quelque chose. Et je puis dire que j'y ai lu à livre ouvert. Il y avait lu que tu étais un honnête homme, un travailleur régulier, infatigable, fidèle à la maison qui l'employait, aimé de tous et compatissant aux misères d'autrui. Pour lui, j'étais un fils modèle, qui avait soutenu sa mère aussi longtemps qu'il l'avait pu. Finalement, j'avais espéré qu'une maison de retraite donnerait à la vieille femme le confort que mes moyens ne me permettaient pas de lui procurer. Je m'étonne, messieurs, a-t-il ajouté, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, s'il fallait donner une preuve de l'utilité et de la grandeur de ces institutions, il faudrait bien dire que c'est l'État lui-même qui les subventionne. Seulement, il n'a pas parlé de l'enterrement et j'ai senti que cela manquait dans sa plaidoirie. Mais à cause de toutes ces longues phrases, de toutes ces journées et ces heures interminables pendant lesquelles on avait parlé de mon âme, j'ai eu l'impression que tout devenait comme une eau incolore, où je trouvais le vertige. À la fin, je me souviens seulement que, de la rue et à travers tout l'espace des salles et des prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la trompette d'un marchand de glace a résonné jusqu'à moi.
J'ai été assaillie des souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus, mais où j'avais trouvé les plus pauvres, les plus tenaces de mes joies. Les odeurs d'été, le quartier que j'aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie. Tout ce que je faisais d'inutile en ce lieu m'est alors remonté à la gorge et je n'ai eu qu'une hâte, c'est qu'on en finisse, et que je retrouve ma cellule avec le sommeil. C'est à peine si j'ai entendu mon avocat s'écrier pour finir que les jurés ne voudraient pas envoyer à la mort un travailleur honnête, perdu par une minute d'égarement, et demander les circonstances atténuantes pour un crime dont je traînais déjà, comme le plus sûr de mes châtiments, le remords éternel. La cour a suspendu l'audience et l'avocat s'est assis d'un air épuisé. Mais ses collègues sont venus vers lui pour lui serrer la main. J'ai entendu « Magnifique, mon cher !» L'un d'eux m'a même pris un témoin, hein m'a-t-il dit. J'ai acquiescé, mais mon compliment n'était pas sincère, parce que j'étais trop fatiguée. Pourtant, l'heure déclinait au dehors et la chaleur était moins forte. Aux quelques bruits de rue que j'entendais, je devinais la douceur du soir. Nous étions là, tous à attendre, et ce qu'ensemble nous attendions ne concernait que moi. J'ai encore regardé la salle. Tout était dans le même état que le premier jour. J'ai rencontré le regard du journaliste à la veste grise et de la femme automate. Cela me donnait à penser que je n'avais pas cherché Marie du regard pendant tout le procès. Je ne l'avais pas oubliée, mais j'avais trop à faire. Je l'ai vue entre Céleste et Raymond. Elle m'a fait un petit signe comme si elle disait « Enfin !» Et j'ai vu son visage un peu anxieux qui souriait. Mais je sentais mon cœur ferme, et je n'ai même pas pu répondre à son sourire. La cour est revenue. Très vite, on allait au juré une série de questions. J'ai entendu coupable de meurtre, préméditation, circonstances atténuantes. Les jurés sont sortis, l'on m'a emmené dans une petite pièce où j'avais déjà attendu. Mon avocat est venu me rejoindre. Il était très volubile et m'a parlé avec plus de confiance et de cordialité qu'il ne l'avait jamais fait. Il pensait que tout irait bien et que je m'en tirerais avec quelques années de prison ou de bagne. Je lui ai demandé s'il y avait des chances de cassation en cas de jugement défavorable. Il m'a dit que non. Sa tactique avait été de ne pas déposer de conclusion pour ne pas indisposer le jury. Il m'a expliqué qu'on ne cassait pas un jugement comme cela pour rien. Cela m'a paru évident et je me suis rendue à ses raisons. À considérer froidement la chose, c'était tout à fait naturel. Dans le cas contraire, il y aurait trop de paperasse inutile. De toute façon, m'a dit mon avocat, il y a le pourvoi, mais je suis persuadée que l'issue sera favorable. Nous avons attendu très longtemps, près de 3/4 d'heure, je crois. Au bout de ce temps, une sonnerie a retenti. Mon avocat m'a quitté en disant « Le président du jury va lire les réponses. On ne vous fera entrer que pour l'énoncé du jugement. » Des portes sont claquées. Des gens couraient dans des escaliers dont je ne savais pas s'ils étaient proches ou éloignés. Puis j'ai entendu une voix sourde lire quelque chose dans la salle. Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Le silence. Et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné ses yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. J'en ai pas eu le temps parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. Il m'a semblé alors reconnaître le sentiment que je lisais sur tous les visages. Je crois bien que c'était de la considération. Les gendarmes étaient très doux avec moi. L'avocat a posé sa main sur mon poignet. Je ne pensais plus à rien, mais le président m'a demandé si je n'avais rien à ajouter. J'ai réfléchi. J'ai dit non. C'est alors qu'on m'a emmenée. Pour la 3e fois, j'ai refusé de recevoir l'aumônier. Je n'avais rien à lui dire. Je n'avais pas envie de parler, je le verrais bien assez tôt. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique de savoir si l'inévitable peut avoir une issue. On m'a changé de cellule. De celle-ci, lorsque je suis allongée, je vois le ciel et je ne vois que lui. Toutes mes journées se passent à regarder sur son visage le déclin des couleurs qui conduit le jour à la nuit. Couchée, je passe les mains sous ma tête et j'attends. Je ne sais combien de fois je me suis demandé s'il y avait des exemples de condamnés à mort qui s'échappaient au mécanisme implacable, disparus avant l'exécution, rompu les cordons d'agents. Je me reprochais alors de n'avoir pas prêté assez d'attention au récit d'exécution. On devrait toujours s'intéresser à ces questions. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme tout le monde, j'avais lu des comptes rendus dans les journaux, mais il y avait certainement des ouvrages spéciaux que je n'avais jamais eu la curiosité de consulter. Là, peut-être, j'aurais trouvé des récits d'évasion. J'aurais appris que dans un cas au moins, la roue s'était arrêtée,
que dans cette préméditation irrésistible, le hasard et la chance, une fois seulement, avaient changé quelque chose. Une fois. Dans un sens, je crois que cela m'aurait suffi. Mon cœur aurait fait le reste. Les journaux parlaient souvent d'une dette qui était due à la société. Il fallait, selon eux, la payer. Mais cela ne parle pas à l'imagination. Ce qui comptait, c'était une possibilité d'évasion, un saut hors du rite implacable, une course à la folie qui offre toutes les chances de l'espoir. Naturellement, l'espoir, c'était d'être abattu au coin d'une rue en pleine course et d'une balle à la volée. Mais tout bien considéré, rien ne me permettait ce luxe. Tout me l'interdisait. La mécanique me reprenait. Malgré ma bonne volonté, je ne pouvais pas accepter cette certitude insolente. Car enfin, il y avait une disproportion ridicule entre le jugement qui l'avait fondé et son déroulement imperturbable, à partir du moment où ce jugement avait été prononcé. Le fait que la sentence avait été lue à 20 heures plutôt qu'à 17, le fait qu'elle aurait pu être tout autre, qu'elle avait été prise par des hommes qui changent de linge, qu'elle avait été portée au crédit d'une notion aussi imprécise que le peuple français, ou allemand, ou chinois. Il me semblait bien que tout cela enlevait beaucoup de sérieux à une telle décision. Pourtant, j'étais obligée de reconnaître que dès la seconde où elle avait été prise, ses effets devenaient aussi certains, aussi sérieux que la présence de ce mur tout le long duquel j'écrasais mon corps. Je me suis souvenue dans ces moments d'une histoire que maman me racontait à propos de mon père. Je ne l'avais pas connu. Tout ce que je connaissais de précis sur cet homme, c'était peut-être ce que m'en disait alors maman. Il était allé voir exécuter un assassin. Il était malade à l'idée d'y aller. Il l'avait fait cependant, et au retour il avait vomi une partie de la matinée. Mon père me dégoûtait un peu alors. Maintenant, je comprenais. C'était si naturel. Comment n'avais-je pas vu que rien n'était plus important qu'une exécution capitale, et que, en somme, c'était la seule chose vraiment intéressante pour un homme. Si jamais je sortais de cette prison, j'irais voir toutes les exécutions capitales. J'avais tort, je crois, de penser à cette possibilité, car à l'idée de me voir libre par un petit matin derrière un cordon d'agents, de l'autre côté en quelque sorte, à l'idée d'être le spectateur qui vient voir et qui pourra vomir après, un flot de joie empoisonnée me montait au cœur. Mais c'était pas raisonnable. J'avais tort de me laisser aller à ces suppositions, parce que l'instant d'après, j'avais si affreusement froid que je me recroquevillais sous ma couverture. Je claquais des dents sans pouvoir me retenir. Mais naturellement, on ne peut pas être toujours raisonnable. D'autres fois, par exemple, je faisais des projets de loi. Je réformais les pénalités. J'avais remarqué que l'essentiel était de donner une chance aux condamnés. Une seule sur 1000. Cela suffisait pour arranger bien des choses. Ainsi, il me semblait qu'on pouvait trouver une combinaison chimique dont l'absorption tuerait le patient 9 fois sur 10. Lui le saurait. C'était la condition. Car en réfléchissant bien, en considérant les choses avec calme, je constatais que ce qui était défectueux avec le couperet, c'est qu'il n'y avait aucune chance, absolument aucune. Une fois pour toutes, en somme, la mort du patient avait été décidée. C'était une affaire classée, une combinaison bien arrêtée, un accord entendu et sur lequel il n'était pas question de revenir. Si le coup raté, par extraordinaire, on recommençait. Par suite, ce qu'il y avait d'ennuyeux, c'est qu'il fallait que le condamné souhaitât le bon fonctionnement de la machine. Je dis que c'est le côté défectueux. Cela est vrai dans un sens. Mais dans un autre sens, j'étais obligée de reconnaître que tous les secrets d'une bonne organisation étaient là. En somme, le condamné était obligé de collaborer moralement. C'était son intérêt que tout marchât sans accroc. J'étais obligée de constater aussi que, jusqu'ici, j'avais eu sur ces questions des idées qui n'étaient pas justes. J'ai cru longtemps, et je ne sais pas pourquoi, que pour aller à la guillotine, il fallait monter sur un échafaud, gravir des marches. Je crois que c'était à cause de la révolution de 1789. Je veux dire, à cause de tout ce qu'on m'avait appris ou fait voir sur ces questions. Mais un matin, je me suis souvenue d'une photographie publiée par les journaux à l'occasion d'une exécution retentissante. En réalité, la machine était posée à même le sol, le plus simplement du monde. Elle était beaucoup plus étroite que je ne le pensais. C'était assez drôle que je ne m'en fusse pas avisée plus tôt. Cette machine, sur le cliché, m'avait frappé par son aspect d'ouvrage de précision, fini et étincelant. On se fait toujours des idées exagérées de ce qu'on ne connaît pas. Je devais constater au contraire que tout était simple. La machine est au même niveau que l'homme qui marche vers elle. Il la rejoint comme on marche à la rencontre d'une personne. Cela aussi était ennuyeux. La montée vers l'échafaud, l'ascension au plein ciel, l'imagination pouvait s'y rapprocher. Tandis que, là encore, la mécanique écrasait tout. On était tué discrètement, avec un peu de honte et beaucoup de précision. Il y avait aussi deux choses à quoi je réfléchissais tout le temps, l'aube et mon pourvoi.
Je me raisonnais cependant et j'essayais de ne plus penser. Je m'étendais, je regardais le ciel, je m'efforçais de m'y intéresser. Il devenait vert, c'était le soir. Je faisais encore un effort pour détourner le cours de mes pensées. J'écoutais mon cœur. Je ne pouvais imaginer que ce bruit qui m'accompagnait depuis si longtemps pût jamais cesser. Je n'ai jamais eu de véritable imagination. J'essayais pourtant de me représenter une certaine seconde où le battement de ce cœur ne se prolongerait plus dans ma tête. Mais en vain. L'aube, où mon pourvoi était là. Je finissais par me dire que le plus raisonnable était de ne pas me contraindre. C'est à l'aube qu'il venait, je le savais. En somme, j'ai occupé mes nuits à attendre cette aube. Je n'ai jamais aimé être surpris. Quand il m'arrive quelque chose, je préfère être là. C'est pourquoi j'ai fini par ne plus dormir qu'un peu dans mes journées, et tout le long de mes nuits, j'ai attendu patiemment que la lumière naisse sur la vitre du ciel. Le plus difficile, c'était l'heure douteuse où je savais qu'ils opéraient d'habitude. Passé minuit, j'attendais et je guettais. Jamais mon oreille n'avait perçu tant de bruit, distingué de sons aussi tenus. Je peux dire, d'ailleurs, que d'une certaine façon, j'ai eu de la chance pendant toute cette période, puisque je n'ai jamais entendu de pas. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Je l'approuvais dans ma prison, quand le ciel se colorait et qu'un nouveau jour glissait dans ma cellule. Parce qu'aussi bien, j'aurais pu entendre des pas et mon cœur aurait pu éclater. Même si le moindre glissement me jetait à la porte, même si, l'oreille collée au bois, j'attendais éperdument jusqu'à ce que j'entende ma propre respiration, effrayée de la trouver rauque, et si pareille au râle d'un chien. Au bout du compte, mon cœur n'éclatait pas et j'avais encore gagné 24 heures. Pendant tout le jour, il y avait mon pourvoi. Je crois que j'ai tiré le meilleur parti de cette idée. Je calculais mes effets, et j'obtenais de mes réflexions le meilleur rendement. Je prenais toujours la plus mauvaise supposition. Mon pourvoi était rejeté. Eh bien, je mourrais donc. Plutôt que d'autres, c'était évident. Mais tout le monde sait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Dans le fond, je n'ignorais pas que mourir à 30 ans ou à 70 ans importe peu, puisque, naturellement, dans les deux cas, d'autres hommes et d'autres femmes vivront, et cela pendant des milliers d'années. Et rien n'était plus clair, en somme. C'était toujours moi qui mourrais, que ce soit maintenant ou dans 20 ans. À ce moment, ce qui me gênait un peu dans mon raisonnement, c'était ce bond terrible que je sentais en moi à la pensée de 20 ans de vie à venir. Mais je n'avais qu'à l'étouffer en imaginant ce que seraient mes pensées dans 20 ans, quand il me faudrait quand même en venir là. Du moment qu'on meurt, comment et quand, cela n'importe pas, c'était évident. Donc, et le difficile, c'était de ne pas perdre de vue tout ce que ce donc représentait de raisonnement. Donc, je devais accepter le rejet de mon pourvoi. À ce moment seulement, j'avais pour ainsi dire le droit. Je me donnais en quelque sorte la permission d'aborder la deuxième hypothèse. J'étais graciée. L'ennuyeux, c'est qu'il fallait rendre moins fougueux cet élan du sang et du corps qui me piquait les yeux d'une voix insensée. Il fallait que je m'applique à réduire ce cri, à le raisonner. Il fallait que je sois naturelle même dans cette hypothèse, pour rendre plus plausible ma résignation dans la première. Quand j'avais réussi, j'avais gagné 1 heure de calme. Cela tout de même était à considérer. C'est à un semblable moment que j'ai refusé une fois de plus de recevoir l'aumônier. J'étais étendue et je devinais l'approche du soir d'été à une certaine blondeur du ciel. Je venais de rejeter mon pourvoi, et je pouvais sentir les ondes de mon sang circuler régulièrement en moi. Je n'avais pas besoin de voir l'aumônier. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à Marie. Il y avait de longs jours qu'elle ne m'écrivait plus. Ce soir-là, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'elle s'était peut-être fatiguée d'être la maîtresse d'un condamné à mort. L'idée m'est venue aussi qu'elle était peut-être malade, ou morte. C'est dans l'ordre des choses. Cependant, comment l'aurais-je su, puisqu'en dehors de nos deux corps maintenant séparés, rien ne nous liait et ne nous rappelait l'un à l'autre. À partir de ce moment, d'ailleurs, le souvenir de Marie m'aurait été indifférent. Morte, elle ne m'intéressait plus. Je trouvais cela normal, comme je comprenais très bien que les gens m'oublient après ma mort. Ils n'avaient plus rien à faire avec moi. Je ne pouvais même pas dire que cela était dur à penser. C'est à ce moment précis que l'aumônier est entré. Quand je l'ai vu, j'ai eu un petit tremblement. Il s'en est aperçu et il m'a dit de ne pas avoir peur. Je lui ai dit qu'il venait d'habitude à un autre moment. Il m'a répondu que c'était une visite toute amicale, qu'il n'avait rien à voir avec mon pourvoi dont je ne savais rien. Il s'est assis sur ma couchette et m'a invité à me mettre près de lui. J'ai refusé. Je lui trouvais tout de même un air très doux.
Il est resté un moment assis, les avant-bras sur les genoux, la tête baissée à regarder ses mains. Elles étaient fines et musclées. Elles me faisaient penser à deux bêtes agiles. Il les a frottées lentement l'une contre l'autre. Puis il est resté ainsi, la tête toujours baissée, pendant si longtemps que j'ai eu l'impression, un instant, que je l'avais oublié. Mais il a relevé brusquement la tête et m'a regardé en face. Pourquoi, m'a-t-il dit, refusez-vous mes visites? J'ai répondu que je ne croyais pas en Dieu. Il a voulu savoir si j'en étais bien sûre, et j'ai dit que je n'avais pas à me le demander. Cela me paraissait une question sans importance. Il s'est alors renversé en arrière et s'est adossé au mur, les mains à plat sur les cuisses. Presque sans avoir l'air de me parler, il a observé qu'on se croyait sûr, quelquefois, et en réalité on ne l'était pas. Je ne disais rien. Il m'a regardé et m'a interrogé. Qu'en pensez-vous? J'ai répondu que c'était possible. En tout cas, je n'étais peut-être pas sûre de ce qui m'intéressait réellement, mais j'étais tout à fait sûre de ce qui ne m'intéressait pas. Et justement, ce dont il me parlait ne m'intéressait pas. Il a détourné les yeux et, toujours sans changer de position, m'a demandé si je ne parlais pas ainsi par excès de désespoir. Je lui ai expliqué que je n'étais pas désespérée. J'avais seulement peur, c'était bien naturel. Dieu vous aide alors, a-t-il remarqué. Tous ceux que j'ai connus dans votre cas se retournaient vers lui. J'ai reconnu que c'était leur droit. Cela prouvait aussi qu'ils en avaient le temps. Quant à moi, je ne voulais pas qu'on m'aidât et justement le temps me manquait pour m'intéresser à ce qui ne m'intéressait pas. À ce moment, ses mains ont eu un geste d'agacement. Mais il s'est redressé et a arrangé les plis de sa robe. Quand il a eu fini, il s'est adressé à moi en m'appelant mon ami. S'il me parlait ainsi, ce n'était pas parce que j'étais condamnée à mort. À son avis, nous étions tous condamnés à mort. Mais je l'ai interrompu, en lui disant que ce n'était pas la même chose, et que d'ailleurs, ce ne pouvait être en aucun cas une consolation. Certes, a-t-il approuvé, mais vous mourrez plus tard si vous ne mourrez pas aujourd'hui. La même question se posera alors. Comment aborderez-vous cette terrible épreuve? J'ai répondu que je l'aborderais exactement comme je l'abordais en ce moment. Il s'est levé à ce mot et m'a regardé droit dans les yeux. C'est un jeu que je connaissais bien. Je m'en amusais souvent avec Emmanuel ou Céleste. Et en général, ils détournaient leurs yeux. L'aumônier aussi connaissait bien ce jeu, et je l'ai tout de suite compris. Son regard ne tremblait pas. Sa voix non plus n'a pas tremblé quand il m'a dit « N'avez-vous donc aucun espoir? Et vivez-vous avec la pensée que vous allez mourir tout entier ?» Oui, ai-je répondu. Alors il a baissé la tête et s'est rassis. Il m'a dit qu'il me plaignait. Il jugeait cela impossible à supporter pour un homme. Moi, j'ai seulement senti qu'il commençait à m'ennuyer. Je me suis détournée à mon tour et je suis allée sous la lucarne. Je m'appuyai de l'épaule contre le mur. Sans bien le suivre, j'ai entendu qu'il recommençait à m'interroger. Il parlait d'une voix inquiète et pressante. J'ai compris qu'il était ému et je l'ai mieux écouté. Il me disait sa certitude que mon pourvoi serait accepté, mais je portais le poids d'un péché dont il fallait me débarrasser. Selon lui, la justice des hommes n'était rien et la justice de Dieu tout. J'ai remarqué que c'était la première qui m'avait condamnée. Il m'a répondu qu'elle n'avait pas, pour autant, lavé mon péché. Je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'était un péché. On m'avait seulement appris que j'étais un coupable. J'étais coupable, je payais. On ne pouvait rien me demander de plus. À ce moment, il s'est levé à nouveau et j'ai pensé que dans cette cellule si étroite, s'il voulait y remuer, il n'avait pas le choix. Il fallait s'asseoir ou se lever. J'avais les yeux fixés au sol. Il a fait un pas vers moi et s'est arrêté, comme s'il n'osait avancer. Il regardait le ciel à travers les barreaux. Vous vous trompez, mon fils, m'a-t-il dit. On pourrait vous demander plus. On vous le demandera peut-être. Et quoi donc? On pourrait vous demander de voir. Voir quoi? Le prêtre a regardé tout autour de lui et il a répondu d'une voix que j'ai trouvée soudaine très lasse. Toutes ces pierres suent la douleur, je le sais. Je ne les ai jamais regardées sans angoisse. Mais, du fond du cœur, je sais que les plus misérables d'entre vous ont vu sortir de leur obscurité un visage divin. C'est ce visage qu'on vous demande de voir. Je me suis un peu animée. J'ai dit qu'il y avait des mois que je regardais ces murailles. Il n'y avait rien, ni personne que je connusse mieux au monde. Peut-être, il y a bien longtemps, il y avait cherché un visage. Mais ce visage avait la couleur du soleil et la flamme du désir. C'était celui de Marie. Je l'avais cherché en vain. Maintenant, c'était fini. Et dans tous les cas, je n'avais rien vu surgir de cette sueur de pierre. L'aumônier m'a regardé avec une sorte de tristesse.
J'étais maintenant complètement adossée à la muraille, et le jour me coulait sur le front. Il a dit quelques mots que je n'ai pas entendus et m'a demandé très vite si je lui permettais de m'embrasser. Non, ai-je répondu. Il s'est retourné et a marché vers le mur, sur lequel il a passé sa main lentement. Aimez-vous donc cette terre à ce point a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu. Il est resté assez longtemps détourné. Sa présence me pesait et m'agaçait. J'allais lui dire de partir, de me laisser, quand il s'est écrié tout à coup avec une sorte d'éclat en se retournant vers moi. Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûre qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Je lui ai répondu que naturellement, mais ça n'avait pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Mais lui m'a arrêté et il voulait savoir comment je voyais cette autre vie. Alors, je lui ai crié « Une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci !» Et aussitôt, je lui ai dit que j'en avais assez. Il voulait encore me parler de Dieu, mais je me suis avancée vers lui, et j'ai tenté de lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il a essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi je l'appelais monsieur, et non pas mon père. Cela m'a énervé. Je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père. Il était avec les autres. Non, mon fils, a-t-il dit en mettant la main sur mon épaule. Je suis avec vous. Mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier, je l'ai insulté, et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane. Je déversai sur lui tout le fond de mon cœur, avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas? Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides. Mais j'étais sûre de moi, sûre de tout, plus sûre que lui, sûre de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela. Mais du moins je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison. J'avais encore raison. J'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela. Je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après. C'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps, cette minute et cette petite aube où je serais justifiée. Rien. Rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère, que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même, et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il? Comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, on le condamnerait. Qu'importait si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le chien de Salamano valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la parisienne que Masson avait épousée, ou que Marie, qui avait envie que je l'épouse. Qu'importait que Raymond fût mon copain en tant que Céleste qui valait mieux que lui. Qu'importait que Marie donnât aujourd'hui sa bouche à un nouveau Meursault. Comprenait-il donc ce condamné? Et que, du fond de mon avenir, j'étouffais en criant tout ceci. Mais déjà, on m'arrachait l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné et a disparu. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisée et je me suis rejetée sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi, parce que je me suis réveillée avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Les odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, les sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas. Là-bas aussi. Autour de cet asile où des vies s'éteignaient. Le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi je me suis sentie prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vide d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin,
J'ai senti que j'avais été heureux, et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, que je me sente moins seule. Il me restait à souhaiter qu'il y avait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution, et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine.